Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter du cas de Suzanne Collins, une affaire qui s'est déroulée dans les années 80. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Serving fire department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? Notre affaire se déroule dans la ville de Millington, dans le Tennessee. Millington est une petite ville d'environ 10 000 habitants et qui a la particularité d'abriter la station aérienne navale de Memphis. Étant un centre de formation assez conséquent, la base est vraiment immense et couvre près de 1600 hectares. Le jeudi 11 juillet 1985, vers 23 h, deux Marines, le soldat de première classe Michael Howard et le soldat de première classe Mark Shotwell, faisaient du jogging sur la base lorsqu'ils ont vu une jolie et grande fille blonde portant un t-shirt du corps des Marines faire du jogging dans la direction opposée. Jusque-là, rien d'anormal, néanmoins, quelques instants plus tard seulement, ils ont remarqué un break Ford de couleur foncée des années 70 voyager dans la même direction que la jeune femme vue juste avant. La marine qu'ils avaient vue courir était Suzanne Mary Collins. Au cours de l'été 1985, Suzanne, qui était âgée de 19 ans, a été affectée à la station aérienne navale de Memphis et se préparait à obtenir son diplôme. Suzanne était la plus jeune enfant de ses parents et d'ailleurs la seule fille puisqu'elle n'avait qu'un seul grand frère appelé Stéphane. Fille d'un officier et avocat du service extérieur américain et de sa femme qui a adopté à la fois Suzanne et Stéphane, la famille Collins a vécu à plusieurs endroits comme la Grèce ou encore à Madison dans le Wisconsin avant de finalement s'installer à Springfield en Virginie. Suzanne, qui faisait le bonheur de ses parents, est devenue une charmante jeune femme qui était populaire et extravertie à l'école. Toutefois, sans aucune perspective universitaire à l'obtention de son diplôme, ne voulant pas fréquenter l'université du coin et vivre chez ses parents pendant qu'elle travaillait pour un salaire minimum, sportive et sociable, la jeune femme a choisi de s'enrôler dans le corps des Marines. La décision a apparemment été une surprise pour tout le monde, de sa famille à ses amis, en passant même par ses professeurs du lycée. Lorsqu'elle a interrogé sur les raisons pour lesquelles elle désirait aller à l'armée, Suzanne a dit qu'elle voulait se mettre au défi et que les Marines étaient les meilleurs à ses yeux. En juin 1984, le même mois où elle a obtenu son diplôme d'études secondaires et a eu ses 18 ans, Suzanne a commencé sa formation de base à Parris Island, en Caroline du Sud. Sans surprise, jeune femme dévouée, Suzanne a excellé pendant le camp d'entraînement et ça lui a permis à réfléchir sérieusement à son avenir. Son plan bien ficelé, son rêve était d'aller à l'académie navale, puis de faire partie de la première classe de combattantes marines. Comme première étape, elle a donc postulé et a été acceptée dans le programme de formation en avionique des Marines. Le 24 octobre 1984, c'est en tant que soldat de première classe que Suzanne Collins s'est présentée à la station aérienne navale de Memphis. Au printemps 1985, la jeune femme a été promue caporal-lance et a été admise au Pont d'honneur, une troupe de cérémonie des étudiants les plus motivés. En effet, les étudiants sélectionnés pour le Pont d'honneur devaient maintenir une moyenne académique supérieure, alors imaginez comment Suzanne elle-même ainsi que ses parents étaient incroyablement fiers d'elle. Suzanne, en plus de ça, a également eu le grand honneur d'être la première femme marine de la station aérienne de Memphis à être nommée pour le Pont d'honneur. Malheureusement, parfois la réussite des uns va frustrer d'autres personnes et son succès a conduit à du harcèlement, non seulement par les hommes, mais aussi par d'autres femmes. Malgré ça, Suzanne a su rester forte, tenir bon tout en gardant ses objectifs en tête. Cette dernière devait obtenir son diplôme le vendredi 12 juillet 1985 et avait déjà reçu son affectation à Cherry Point, en Caroline du Nord. Alors pour elle, hors de question de se laisser abattre. Elle allait tenir coûte que coûte, tant pis si ses camarades pouvaient parfois être contre elle. Finalement, la seule chose qui chagrinait réellement la jeune femme était que le 11 juillet, elle a appris que son petit ami ainsi que son meilleur ami avaient été affectés en Californie.
Le trio, cependant, restait tout de même persuadé qu'une fois qu'ils se seraient tous présentés à leur nouvelle affectation de service, il y aurait un moyen de faire transférer Suzanne en Californie, mais c'était sans compter cette nuit tragique qu'allait vivre la jeune marine. Le jeudi 11 juillet 1985, Suzanne avait prévu d'accompagner sa meilleure amie, elle aussi qui s'appelle Suzanne, la mère et la seule de celle-ci, pour dîner chez un ami à Memphis, à une quinzaine de kilomètres de Millington. Malheureusement, le sergent d'état-major de la caserne a assigné Suzanne à une tâche pour la journée, alors elle a dû annuler tous ses plans. Cette dernière a évidemment été déçue de ne pas pouvoir se joindre à son ami ainsi que sa famille pour le dîner, mais elle leur a tout de même assuré qu'elle les verrait le lendemain matin à la remise des diplômes. Une fois que l'affectation de Suzanne était terminée, elle a décidé de profiter de la météo pour faire un petit peu d'exercice. Vêtue d'un t-shirt rouge du corps des Marines, d'un short rouge, de chaussettes blanches et de Nike, elle a enroulé un bandana blanc autour de son front ainsi qu'une ceinture bleue autour de sa taille, a bavardé brièvement avec un autre ami avant de partir faire son running vers 22h, pensant d'ailleurs qu'elle n'en aurait que pour une demi-heure environ. Peu après 23h, après que Michael et Mark aient aperçu Suzanne faire du jogging et remarqué la voiture avancer dans sa direction, ils ont entendu une voix de femme crier « Ne me touchez pas et laissez-moi tranquille ». Instinctivement, les deux hommes ont couru de la direction d'où venaient les cris et de l'endroit où la voiture s'était dirigée, mais se sont retrouvés le temps d'un bref instant, aveuglés par les phares de la voiture qui se dirigeaient cette fois-ci vers eux. Une fois qu'ils ont retrouvé leur repère, ils n'ont malheureusement pas été en mesure de localiser la voiture et ont couru à la porte de base la plus proche afin d'en informer le gardien de service. Ce garde a appelé la sécurité de la base, disant qu'il avait aperçu cette voiture, qu'un homme la conduisait et qu'il avait son bras autour d'une femme à côté de lui sur le siège avant. Le gardien s'est souvenu que la voiture avait des plaques du Kentucky, et suite à quoi un signalement a de suite été émis non seulement pour la base, mais aussi pour le département de police de Millington et le département du shérif du comté de Shelby. Quelque temps plus tard, vers minuit 10, un chef de la garde de la base, qui était monté dans sa propre voiture pour chercher le break en question, a rapporté qu'il a réussi non seulement à le localiser, mais également à arrêter le chauffeur et à ramener l'homme au bureau de sécurité. Le conducteur s'appelait Sedley Halley et était âgé de 29 ans. Sa femme, Lynn, est elle aussi engagée dans la marine et travaille même sur la base, de quoi expliquer sa présence sur la base cette nuit-là pour l'instant. Lynn Halley, sa femme, a été amenée au bureau de sécurité où il a été noté qu'elle correspondait parfaitement à la description de la femme vue dans le break par le garde de service. Sedley a également affirmé que les cris entendus par les deux joggers étaient un simple différend domestique qui avait été depuis résolu. Comme Sedley et Lynn ont dit exactement la même chose, il n'y avait rien pour retenir l'homme et il a donc été libéré quelques heures plus tard. Toutefois, quelque chose bloquait quand même quelque part. Les deux marines qui avaient entendu les cris avaient tous deux fait leur déclaration en même temps et avaient entendu le break de Sedley. Les deux hommes ont complètement contesté ce que le conducteur et sa femme ont dit au sujet des cris provenant d'un conflit domestique. Pour eux, d'une part, Lynn n'était pas du tout la femme qu'ils avaient croisée ce soir-là, et ils avaient vraiment un mauvais pressentiment quant à ce que l'homme racontait. Cependant, à ce moment-là, aucun rapport de personnes disparues n'avait été déposé, et les deux Marines ont donc été remerciés puis renvoyés dans leur caserne. Vers 5h du matin le lendemain, soit le vendredi 12 juillet, la colocataire de Suzanne s'est réveillée et a découvert que la jeune femme n'était pas dans son lit, et qu'elle n'était visiblement même pas rentrée de la nuit. Inquiète, elle a appelé la sécurité de la base, qui là encore a directement prévenu toute la sécurité de la base, mais aussi le département de police de Millington et le département du shérif du comté de Shelby. Si à chaque fois il prenait chaque disparition autant au sérieux, je pense qu'il y aurait des personnes qui auraient été retrouvées bien plus tôt. En tout cas, dans cette affaire, Suzanne n'est pas restée bien longtemps portée disparue cette journée-là, puisqu'à peine une heure après, elle a été retrouvée. Les adjoints du shérif ont découvert le corps sans vie de Suzanne au parc Edmund Orgill, juste à l'entrée de la base. Elle était allongée face contre terre à seulement une cinquantaine de mètres de la route, avec tous ces vêtements de la veille autour de son corps. Une paire de sous-vêtements pour homme de couleur rouge a également été retrouvée près de la victime. La tête de Suzanne présentait plusieurs blessures, elle était ensanglantée et son œil gauche était enflé et fermé. Les blessures à la tête et au visage de la victime étaient si graves que les photographies que le personnel de sécurité de la marine avait fournies aux autorités
ne pouvait même pas les aider à l'identifier. La jeune femme était complètement méconnaissable et la violence des coups était telle que son crâne avait été fracturé. Des marques de morsures sur sa poitrine gauche, des ecchymoses sur les deux omoplates et des égratignures qui s'étalaient de ses épaules à sa taille étaient également visibles. Les ecchymoses sur le cou de Suzanne suggéraient qu'elle avait été étranglée, mais l'étranglement ne semblait pas être ce qui l'avait réellement tuée. Ce qui l'a tuée est encore plus horrible, et les âmes sensibles n'hésitaient pas à vous boucher les oreilles pendant les prochaines secondes. Suzanne était encore en vie lorsque son tueur a pris une branche d'arbre biseautée d'un peu plus de 80 cm de long et 3 cm de diamètre, et l'a enfoncé si fort et loin dans son vagin que la branche a rompu son périnée, son abdomen et a rompu l'un des poumons de Suzanne, provoquant une hémorragie interne. Selon le médecin légiste, qui a déclaré que le cas de Suzanne était le plus horrible qu'il ait vu de toute sa carrière, les blessures au niveau du crâne de la jeune femme auraient pu être causées par l'extrémité d'un tournevis, dont un a été trouvé près de la scène du crime. Les autorités ont trouvé plusieurs témoins qui se souviennent d'avoir entendu ce qui ne pouvait être décrit que comme des cris de mise à mort venant du parc à peu près au même moment où Suzanne était disparue. Lorsque le chef de la garde a été informé que le corps de Suzanne avait été découvert, il a immédiatement ordonné que Sedley Halley soit arrêté par 2 policiers militaires. Sa voiture a directement été saisie et lors de l'inspection de celle-ci, c'est sans surprise que des taches de sang ont été découvertes à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du véhicule. Des serviettes en papier d'une chaîne régionale de restaurants qui ont été trouvées près du corps de Suzanne ont également été trouvées dans la voiture de Sedley. L'homme, une fois arrêté, a d'abord nié toute connaissance ou même implication dans le meurtre de Suzanne et a demandé directement un avocat. Sauf qu'avant même que ce dernier n'ait le temps d'arriver, le suspect a finalement annoncé qu'il avait changé d'avis et qu'il voulait expliquer ce qui s'était réellement passé, consentant même à ce que sa déclaration soit enregistrée. Selon sa déclaration, dans la nuit du jeudi 11 juillet 1985, Lynn Halley, sa femme, était allée à une réunion tupperware avec des amis, quittant alors son conjoint. L'homme, en colère parce que cette dernière l'a laissé seule et déprimée, il a bu 2 packs de 6 bières et une bouteille de vin chez lui, puis est sorti acheter d'autres bouteilles chez un épicier. Mais sans réelle raison, sans vraiment savoir pourquoi encore aujourd'hui, au lieu de rentrer chez lui, il a choisi de se rendre vers le côté nord de la base militaire et s'est garé près d'un terrain de golf. Il a affirmé avoir décidé de vouloir courir près du lac Naval et c'est à ce moment-là qu'il a vu Suzanne Collins pour la première fois. La jeune marine faisait du jogging quand il l'a rattrapée en courant direction le lac, où il a affirmé qu'ils avaient eu une brève conversation très amicale avant de retourner ensemble à sa voiture. Ce serait à ce moment-là que Suzanne a continué à pied vers la porte de Navy Road pendant qu'il se tenait au volant de sa voiture. Pour situer, Navy Road était une chaussée assez étroite, sans bordure de trottoir, et Sedley a cité ces facteurs pour expliquer le fait que lorsqu'il se dirigeait vers la porte, il a accidentellement heurté Suzanne avec sa voiture. Dans le récit de l'homme, après avoir été heurté par la voiture, Suzanne a crié et est tombée par terre. Il a dit qu'il l'avait mise dans sa voiture avec l'intention de l'emmener à l'hôpital, mais à un moment donné, en cours de route, Suzanne l'aurait traité de bâtard ivre et a menacé de tout faire pour qu'il ait des ennuis. Pour l'homme, c'était largement suffisant pour l'emmener jusqu'au parc où il l'a retenu, l'a frappé et l'a froidement assassiné. Sedley insistait sur le fait qu'il n'avait pas eu de relation sexuelle avec Suzanne et qu'il n'avait pas non plus tenté de le faire, mais qu'il avait mis le bout de bois dans son vagin pour faire ressembler ce meurtre à une agression sexuelle afin de détourner les soupçons de ce qui s'était réellement passé. Après avoir terminé sa déclaration, l'homme a volontairement accompagné des agents sur la route qu'il a dit avoir prise la veille et à l'endroit où Suzanne avait perdu la vie. Il a identifié avec précision plusieurs choses, y compris l'arbre à partir duquel il avait cassé le bout de bois pour agresser Suzanne, et suite à ça, vous doutez bien que Sedley Halley a été accusé de meurtre au premier degré. La cérémonie de remise des diplômes, qui se déroulait le même jour de la découverte du corps de la jeune femme, le vendredi 12 juillet 1985, ne ressemblait en rien à une célébration. Cette journée qui devait rester à jamais dans la tête de tous ces diplômés comme un grand moment dans leur vie, est devenue un souvenir atroce où le corps d'une jeune marine a été retrouvé sauvagement assassiné.
Bien que Sedley Haley ait volontairement fait des déclarations aux autorités le jour où Susan avait été retrouvée, il a dit à ses avocats nommés par le tribunal qu'il ne se souvenait finalement d'absolument rien de cette nuit-là. Wyatt Nichols, un psychologue clinicien, a examiné l'accusé le 7 novembre 1985, mais sentant qu'un trouble de la personnalité multiple était potentiellement en jeu, il a préféré faire appel à des confrères. De fin avril à fin juillet 1986, Sedley était enfermé dans un hôpital psychiatrique où il a été examiné par le docteur Willis Marshall ainsi que le docteur Allen Battle alors qu'il était sous hypnose et sous l'influence de l'amital sodique. Selon eux, l'homme avait au moins une personnalité alternative et peut-être même deux. L'une s'appelait Billy, tandis que l'autre était Power ou alors Death, on ne savait pas encore. Bien que le docteur Marshall ait déclaré que si l'une de ses personnalités avait été présente pendant le meurtre de Susan, il ne pouvait toutefois pas dire avec certitude qu'une personnalité autre que celle de l'homme était en contrôle ce soir-là. Son collègue, le docteur Battle, qui avait déjà traité plus d'une douzaine de cas de troubles de la personnalité multiple, a hypnotisé l'accusé à 3 reprises et l'a diagnostiqué comme souffrant de troubles de la personnalité multiple. Mais s'ils étaient 3 professionnels à penser que l'homme avait bel et bien ce trouble de la personnalité multiple, le docteur Sam Craddock, quant à lui, a interprété les tests psychologiques pour dire que, à son humble avis, l'accusé exagérait et mentait sur sa pathologie. Il croyait que Sedley avait un trouble de la personnalité limite avec des antécédents chroniques de toxicomanie et d'alcool. Dr Craddock n'a trouvé aucune preuve de trouble de la personnalité multiple ou de psychose, une opinion que 3 autres psychiatres ont également partagée. Après 4 reports, le procès de Sedley Haley a finalement commencé en mars 1987, soit un petit peu moins de 2 ans après le meurtre de Susan Collins. Bien que la défense ait avancé l'argument en faveur du trouble de la personnalité multiple, après 10 jours de témoignages, le jury composé de 10 femmes et de 2 hommes n'a pas adhéré à la théorie de la défense. Après avoir délibéré pendant plus de 6 heures, ils ont déclaré Sedley Haley coupable de meurtre au premier degré, coupable d'enlèvement aggravé et coupable de viol aggravé. Ils ont passé un total de 2 heures à réfléchir à la punition avant de recommander l'exécution, une peine qui a été acceptée par le juge qui a condamné Sedley Haley à la peine de mort le 17 mai 1987 et a également imposé 2 peines consécutives de 40 ans pour les 2 accusations mineures. Pendant plus de 20 ans, l'assassin et son équipe de défense ont déposé de multiples appels pour contester la décision. Pour la famille de Susan, qui avait souffert du meurtre odieux de leur fille, ils ont estimé que l'homme abusait du système avec des dépôts continus. Ses parents ne se sont clairement pas laissés abattre, ils sont devenus directeurs régionaux de Citizens for Law and Order et se sont entretenus non seulement avec un groupe de citoyens, mais aussi avec des organisations d'application de la loi. Ils ont fait quelques talk shows parlant des détails horribles des derniers moments de leur fille, et le père de Susan a pris la parole devant le Congrès, puis a rejoint le ministère de la Justice en tant qu'assistant spécial du directeur du bureau des victimes d'actes criminels. En janvier 2004, après qu'une nouvelle date d'exécution du 3 juin 2004 ait été fixée, Sedley a affirmé qu'il avait été contraint de faire toutes ces déclarations, que finalement il était complètement innocent, et a donc demandé que des tests ADN soient effectués sur la base de la preuve physique. Le 31 mai 2006, le tribunal a rejeté la demande de test d'ADN et une nouvelle date d'exécution du 28 juin 2006 a été fixée. 2 jours avant cette date, le 26 juin, un dernier appel a été interjeté et rejeté. À 1h46 du matin, le 28 juin 2006, Sedley Haley a été amené dans la chambre d'exécution et à 2h12, il a été déclaré mort, soit 21 ans après le meurtre de Susan. Mais si l'homme est mort et n'a fait face qu'à une seule condamnation pour meurtre, les enquêteurs ont par la suite appris qu'il était sûrement à l'origine d'un autre meurtre. Le procureur du procès pour le meurtre de Susan avait lui aussi été convaincu que cette dernière n'avait pas été la première victime de Sedley. En vérifiant les antécédents de l'homme, ils ont découvert que la première femme de celui-ci était morte dans des circonstances plus que mystérieuses. Le 28 février 1980, soit 3 jours après avoir déposé une demande de divorce, Debra Haley, âgée de 20 ans seulement, a été retrouvée morte dans sa baignoire. Sedley a déclaré aux enquêteurs de l'époque qu'elle avait bu plus tôt ce soir-là avec d'autres hommes, qu'elle était rentrée à la maison ivre et qu'elle s'était simplement noyée en prenant un bain. Le médecin légiste avait noté malgré tout de nombreuses ecchymoses sur le corps de Debra ainsi que des marques d'étranglement sur son cou, mais puisqu'une simple frite a été retrouvée coincée dans sa gorge,
il a été décidé qu'elle s'était asphyxiée, s'étouffant à mort dans son propre vomi. Bien que la mort de sa femme ait été officiellement considérée comme douteuse, Sedley n'a jamais été inculpé ou même poursuivi pour ce meurtre. C'est des décennies plus tard, après l'exécution de l'homme, que sa deuxième femme, Lynn, a parlé à l'agent du FBI John Douglas de sa vie avec Sedley. Je vous passe toutes les déclarations d'abus qu'elle a subies des mains de l'homme, nous avons suffisamment entendu d'horreur pour la soirée, mais le plus intéressant étant que Lynn a déclaré que Sedley lui avait lui-même avoué avoir tué sa première femme, Debra. Il lui avait confessé, au long de leur relation, qu'il l'avait étouffée, puis qu'il l'avait tenue sous l'eau jusqu'à ce qu'elle arrête de respirer, avant de déshabiller sa femme et simuler un accident domestique. L'homme étant mort, il n'a jamais été accusé de ce meurtre, mais ce qui est sûr, c'est qu'un homme comme Sedley Haley ne va clairement pas manquer à la société. Il y a quelques années en arrière, une de ses filles, qui s'appelle Aline Haley, a tenté de refaire une demande au tribunal pour que les preuves ADN puissent être à nouveau examinées dans le but d'innocenter son père. Cette demande a été rejetée puisque pour le tribunal, c'est sûr et certain que c'était Sedley Haley, le criminel, qui a tué Suzanne et que ça ne sert à rien de refaire encore une fois des nouvelles démarches, d'utiliser l'argent du contribuable alors que pour eux, cette requête est complètement vaine. Alors peut-être que si un jour cette femme arrive à avoir assez d'argent, elle pourra faire les tests elle-même, je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, mais je pense comme la majorité que Sedley Haley est bel et bien le coupable, d'autant que son ex-femme, Lynn, qui elle aussi a subi des tortures de la part de cet homme, il a tenté à plusieurs reprises de la tuer, de l'étrangler, de la noyer, a pu témoigner de la cruauté de l'homme et elle-même témoigner qu'il lui avait expliquer comment son ex-femme était morte, et en plus de ça, tous les détails qu'elle a donnés étaient complètement cohérents avec le dossier concernant la mort de Debra. Lynn a également expliqué que lorsqu'elle avait rencontré Sedley, elle n'était âgée que de 15 ans alors que lui en avait déjà 25. Ils se sont rapidement mis ensemble, elle a été énormément manipulée par l'homme, très isolée, elle ne pouvait plus voir sa famille, plus voir ses amis, et peu à peu elle était simplement tombée dans son filet et acceptait toutes les violences qu'elle subissait de sa part, que ce soit physique, psychologique, simplement parce qu'elle était à sa merci et qu'elle était complètement effrayée par cet homme. Et il a de quoi, quand on voit dans quel état la pauvre Suzanne a pu être retrouvée, on peut effectivement se demander ce qui aurait pu arriver à Lynn si elle avait eu le courage de le quitter, étant donné qu'il a tué son ex-femme 3 jours après qu'elle ait déposé une requête de divorce. Donc je comprends que celle-ci n'ait pas du tout voulu se séparer de lui, qu'elle ait eu complètement peur, et il lui aurait fallu sûrement des années de courage pour réussir un jour à s'enfuir. Je sais que cette affaire est relativement courte, mais j'espère qu'elle vous aura quand même intrigué et qu'elle est peut-être encore inconnue pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires, de vous abonner, de mettre un petit like si ce n'est toujours pas fait. Merci à vous, merci pour le soutien, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée et à bientôt.